Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un scénario assez fascinant, une projection pour l'année 2026. Ça s'appelle l'exil de la conscience et ça décortique une crise identitaire vraiment profonde, celle des expatriés américains qui vivent à Paris. Allez, on regarde ça de plus près. On commence avec cette phrase qui frappe fort. Elle vient du document et elle résume vraiment bien le cœur du sujet. Ce n'est pas juste une opinion politique, c'est un vrai poids, un fardeau psychologique et émotionnel. Et c'est justement ce sentiment-là qui va être le point de départ de toute la crise qu'on va explorer. D'ailleurs, le document met un nom sur ce ressenti, la souffrance de la justification. Il faut s'imaginer un peu ce que ça veut dire. Devoir en permanence expliquer, défendre, se justifier pour les actions de son propre pays. Ce n'est plus du débat d'idées à ce niveau-là, c'est un stress constant. Une vraie charge mentale qui pèse au quotidien. Et donc, cette souffrance, elle n'arrive pas de nulle part. Elle fait partie d'un tableau beaucoup plus vaste. On va commencer par examiner justement cette crise de justification, cette crise d'identité qui touche les Américains à l'étranger dans ce scénario de 2026. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a d'un côté 61% des Américains qui aspirent à ce que leur pays soit un leader sur le plan moral. C'est leur souhait. Mais de l'autre côté, la réalité perçue, seulement 39%. Le décalage est immense. C'est une sorte de grand écart permanent entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on pense être devenu. Forcément, ça crée énormément de frustration. Et attention, là on ne parle pas juste de statistiques. Pour beaucoup de gens, ça change tout. Ça redéfinit complètement leur identité. Ce qui était à la base un choix de vie, une expatriation pour le travail ou la culture, eh bien ça se transforme. Ça devient une sorte d'exil politique, une manière de prendre ses distances avec un pays dans lequel on ne se reconnaît plus. Et les conséquences ne sont pas que psychologiques, elles sont aussi très concrètes, très économiques. Le Made in America, la marque Amérique, devient un vrai handicap. Prenez l'Union européenne. Le simple fait d'identifier une marque comme américaine fait chuter la confiance de 18 points et l'intention d'achat de 20 points. C'est énorme. L'image du pays devient un poids commercial. Alors qu'est-ce qui a fait basculer les choses? Qu'est-ce qui a transformé ce malaise général en une véritable résistance organisée? D'après le document, tout a un point de départ, un événement précis, le tournant de Minneapolis. Au tout début de 2026, les choses s'accélèrent tragiquement. On voit une série de décès en détention fédérale. Le 3 janvier, le 5, le 7, le 14, ça s'enchaîne très très vite. Une véritable escalade qui va culminer le 24 janvier avec la mort d'Alex Pretty. Et c'est sa mort, celle d'un citoyen américain en pleine manifestation, qui va vraiment être l'étincelle. Et pour bien comprendre pourquoi ça a provoqué une telle onde de choc, il faut savoir qui était Alex Pretty. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un infirmier de 37 ans qui travaillait pour le département des anciens combattants, quelqu'un dont le métier était de soigner les autres. Ce détail rend sa mort encore plus tragique et pour beaucoup, complètement inacceptable. Et c'est là que tout explose, parce qu'il y a deux récits qui s'affrontent violemment. D'un côté, la version officielle qui parle d'un terroriste domestique armé, et de l'autre, les témoignages, les vidéos qui montrent un homme sans armes, un téléphone à la main, en train d'essayer d'aider une femme. Cette contradiction, ce fossé entre les deux versions, c'est ça qui a déclenché une indignation mondiale. Forcément, cette indignation ne pouvait pas en rester là. Elle s'est très vite transformée en action. Et c'est notamment à Paris, au sein de la diaspora américaine, que la résistance a commencé à s'organiser. Voyons un peu comment ça s'est passé. La réaction ne s'est pas fait attendre. Vraiment, ça a été immédiat. Quelques jours à peine après la mort d'Alex Pretty, des Américains et des Français se rassemblent à Paris. Et là, le message est clair. Ce n'est plus seulement une affaire américaine, c'est devenu une cause internationale, un appel à la solidarité. Et il ne s'agissait pas seulement de protester, non, il y avait des revendications très concrètes. En gros, 4 demandes principales. Premièrement, que la France défende ses propres institutions. Deuxièmement, que les dirigeants politiques soient tenus responsables de leurs actes. Troisièmement, une idée forte, que la France offre l'asile aux journalistes, scientifiques ou militants américains persécutés. Et enfin, que les entreprises françaises arrêtent de collaborer avec l'administration en place. Bien sûr, il ne faut pas imaginer que tous les expatriés américains étaient sur la même longueur d'onde. Loin de là. La fracture politique américaine s'est exportée à Paris. D'un côté, les démocrates se brodent, qui organisent la résistance avec un slogan qui dit tout. La démocratie est un verbe. De l'autre, les Republicans Overseas, qui soutiennent l'administration sans faille, avec leur propre slogan « L'Amérique est de retour, plus grande et plus forte ». Deux visions du monde qui s'opposent. Toute cette situation, cette mobilisation, ça pose une question beaucoup plus profonde sur l'avenir de l'engagement politique. Et ça nous amène à la dernière partie de cette analyse, l'émergence potentielle d'une nouvelle forme de diplomatie. Le document parle donc de diplomatie citoyenne. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'idée est assez simple. C'est quand les citoyens et les associations décident de ne plus attendre les gouvernements. Ils créent leurs propres alliances, leurs propres dialogues par-delà les frontières. En gros, ils court-circuitent les canaux officiels pour bâtir des ponts directement entre les peuples.
Et pour que ce ne soit pas trop abstrait, le rapport donne un exemple très parlant, le mouvement des villes jumelées. À l'origine, c'était un outil de réconciliation après la guerre. Eh bien, dans ce scénario, ce mouvement est complètement réinventé. Ça devient un outil de résistance, un moyen pour les villes de maintenir des liens, de préserver une culture démocratique, quand au niveau des États, tout est bloqué. Et on termine sur la question que pose le document, une question qui laisse songeur. Est-ce que tout ce qu'on vient de voir n'est qu'un chapitre douloureux, une mauvaise passe dans l'histoire d'une nation? Ou bien, est-ce que c'est le début d'un divorce, une rupture permanente entre un pays et les idéaux qu'il a toujours affirmé défendre? La question, évidemment, est laissée ouverte.